Bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 21 novembre 2025 et notre nouvel invité est le Dr. John Gartner. C'est un psychologue et nous allons parler de Donald Trump. Nous voulons savoir ce qui se passe avec lui. Commençons par les questions sur Donald Trump. Comment vous présentez-vous à notre public, John? Eh bien, vous pouvez leur dire que je suis psychologue. J'ai enseigné au département de psychiatrie de Johns Hopkins pendant 28 ans. Je ferai ma propre présentation. J'ai écrit quelques livres, The Hypomanic Edge, sur le trouble bipolaire. J'ai également écrit une biographie de Bill Clinton, à la recherche de Bill Clinton. C'était ma vie normale jusqu'à ce que le météorique Donald Trump frappe la Terre. Et puis, en 2015, comme j'avais reçu une formation spécialisée sur les troubles de la personnalité auprès de la personne considérée comme l'autorité mondiale sur le narcissisme malin, j'étais sensibilisé aux signes et aux symptômes du trouble de la personnalité dont Trump souffre, car je l'avais étudié. J'ai donc compris mieux que la moyenne des gens, franchement, même mieux que la moyenne des professionnels de la santé mentale, à quel point Donald Trump représentait un danger existentiel. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est-à-dire la plupart des gens, le narcissisme malin est en réalité un diagnostic historique. Il ne figure pas dans le DSM. Il a été introduit par le célèbre analyste Erich Fromm, qui a échappé aux nazis, et c'était sa tentative d'élaborer un profil de personnalité permettant d'expliquer la psychologie d'Hitler et d'autres personnes comme lui, d'autres dirigeants semblables à Hitler. Et il comporte 4 critères, le narcissisme, mais aussi le trouble de la personnalité antisociale, ou ce qu'on appelait autrefois la psychopathie. Ce sont donc des personnes qui mentent, qui enfreignent les lois et les normes, qui violent les droits des autres et ne ressentent aucun remords, aucune culpabilité ni anxiété à ce sujet. Il y a aussi la paranoïa, ce sentiment constant d'être une victime, sa diabolisation des minorités ou de quiconque n'est pas d'accord avec lui. Et le 4e élément, c'est le sadisme, le plaisir et la joie réelle qu'il éprouve à faire du mal, à détruire, à humilier les gens et à créer un climat de terreur et de chaos qui le fait se sentir puissant. Ce que j'ai compris de cette personnalité, c'est qu'il s'agissait littéralement d'une météorite fonçant vers la Terre, une véritable menace existentielle pour le pays. Et donc, puisque nous sommes le pays le plus puissant du monde, nous avons une responsabilité envers le monde. Depuis 10 ans, je m'efforce d'alerter les gens à propos de Donald Trump, et je ne suis pas le seul, d'autres professionnels de la santé mentale aussi. Il y a eu notre ouvrage collectif, The Dangerous Case of Donald Trump, où un groupe de spécialistes de la santé mentale s'est réuni pour tirer la sonnette d'alarme. J'ai fondé une organisation, Duty to Warn, composée de professionnels de la santé mentale partageant la même mission. En ce moment, je travaille en fait sur un livre consacré à la thérapie à la psilocybine, essayant de revenir à mon ancienne carrière. Mais je me fais sans cesse rattraper, car c'est évidemment le sujet du moment. En observant Donald Trump en tant que personne, quels sont les principaux problèmes lorsqu'on l'examine d'un point de vue psychologique? Parce que beaucoup d'entre nous, qui ne sont pas familiers avec ce domaine, n'ont aucune idée de ce qui se passe avec Donald Trump. On ne cesse de se demander, que se passe-t-il chez lui? Il change d'avis toutes les 2 minutes. Que pourriez-vous nous dire sur sa personnalité? Il y a donc 3 choses importantes à propos de Donald Trump. La première, c'est qu'il souffre de ce qu'on appelle le narcissisme malin, qu'Erich Fromm a défini comme l'essence du mal. C'est en fait le seul diagnostic que nous ayons qui décrive véritablement quelqu'un comme un monstre. Mais comme nous avons commencé à l'écrire dès 2019, il développe également une démence ou des signes de démence, ce va-et-vient dont vous parlez. Lorsque les gens développent une démence,
Tout ce qu'il y a de mauvais dans leur personnalité devient la pire version d'eux-mêmes. Tout ce qu'il y a de négatif dans leur personnalité est incroyablement amplifié. Il a toujours été imprévisible, un perturbateur, et ainsi de suite. Mais maintenant, il est devenu encore plus erratique et impulsif. Et il y a encore moins de logique ou de cohérence dans son comportement. C'est donc l'une des raisons pour lesquelles on le voit changer d'avis de manière si erratique, ce qui fait partie de ce qui le rend, je pense, si dangereux. Parce qu'un Donald Trump atteint de démence est encore pire qu'un Donald Trump qui ne l'est pas. Vous savez, il semble littéralement se réveiller un matin et dire « Vous savez quoi? Je vais imposer des droits de douane de 100% sur la Chine. » Ou par exemple, lorsqu'il devait négocier avec le Premier ministre du Canada. Doug Ford, le Premier ministre de l'Ontario, a publié sur les réseaux sociaux une publicité contenant un enregistrement de Ronald Reagan expliquant qu'il était contre les droits de douane. Eh bien, cela l'a mis hors de lui pendant son petit déjeuner, et il a décidé d'annuler ses négociations commerciales avec le Canada simplement parce que quelqu'un avait publié quelque chose sur les réseaux sociaux. C'est exactement de ce genre de comportement qu'il s'agit. Il va et vient de manière totalement imprévisible. Comment un autre pays peut-il même négocier avec quelqu'un comme ça? En réalité, beaucoup de gens sont vraiment confus. Dans ce podcast, nous parlons principalement de la politique étrangère des États-Unis. Mais lorsqu'il s'agit de la relation entre les deux, comme tu as mentionné la Chine, les deux superpuissances se parlent. Et chaque fois que Donald Trump prend la parole, il change de position. C'est tellement préjudiciable à la politique étrangère du pays. Comment cela va-t-il être contrôlé? Je veux dire, y a-t-il quelqu'un à Washington, peut-être un groupe de médecins qui lui parle ou essaie de contrôler ce genre de comportement? Est-ce même possible? Il est hors de contrôle et il n'y a plus de garde-fou. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est bien plus dangereux ce mandat-ci que lors du premier. Tout d'abord, il s'est clairement détérioré depuis. Tous ceux qui ont travaillé dans l'administration Trump ont dit qu'il n'est plus le même homme. Donc, pour commencer, il s'effondre sur le plan de ses facultés cognitives. Mais l'autre chose, c'est que pendant sa première administration, il avait nommé des personnes sérieuses. Des gens qui pouvaient partager son idéologie, mais qui avaient tout de même de l'expérience dans leur département et de véritables compétences. Cette fois-ci, il s'est assuré que l'une des principales conditions pour être nommé par Donald Trump, c'est de ne pas être qualifié. Et je ne dis pas ça pour plaisanter. Je veux dire, c'est vraiment un critère concret, parce que sinon, tu ne sauras pas que ce qu'il te dit de faire est illégal ou contraire, tu sais, à des décennies de précédents, ou au principe de la science. Tu sais juste que tu dois être son singe volant et exécuter sa volonté. Et c'est ta voie vers le pouvoir. Le problème, c'est qu'il est entouré de tous ces bénis oui-oui, et ce genre de purge arrive avec les dictateurs, non? Je veux dire, tu n'avais pas vraiment envie d'être le ministre de l'Agriculture de Staline, parce qu'il a tué les 5 derniers ministres de l'Agriculture, parce qu'ils n'étaient pas assez radicaux, soumis ou croyants. Et c'est ce que Trump a fait. Il n'a cessé d'épurer, encore et encore. D'accord. Donc il y avait quelqu'un comme Bill Barr, qui était prêt à dissimuler le rapport Mueller, mais qui n'était pas disposé à attaquer l'élection. Très bien. Alors il est devenu son ennemi. Et maintenant, nous avons une procureure générale, Pam Bondi. Je ne pense vraiment pas qu'il y ait un acte criminel qu'elle refuserait d'accomplir en son nom. C'est le genre de personne dont il a besoin à son service. Et le problème, c'est que ces gens-là ne seront pas des garde-fous, ni des conseillers avisés. Ils ne seront pas une main qui retient. Ainsi, tandis que cet homme perd le contrôle de ses facultés, il gagne davantage de contrôle sur le monde. Et personne autour de lui n'essaye de modérer ses impulsions.
trying to modulate those impulses. You feel that this time around, Pensez-vous que cette fois-ci, avec la nouvelle administration, Trump 2.0, cela va? Vous avez mentionné que les personnes de la première administration avaient une certaine expérience du fonctionnement de Washington. Mais aujourd'hui, nous avons, par exemple, le chef du Pentagone. Il travaillait littéralement pour Fox News. Et maintenant, il est à la tête du Pentagone. Oui, c'est un bon exemple. Oui, récemment, je ne sais pas si vous avez vu, il parlait. Recently, I don't know if you saw that he was talking. He said that when he had a meeting with Il a dit que lorsqu'il avait eu une réunion avec Xi Jinping, le président et dirigeant de la Chine, il essayait de communiquer avec son vice-président. Il lui a posé une question, mais le vice-président de Chine ne lui a pas répondu. Il n'a pas répondu à Donald Trump. Et Trump a dit qu'il avait regardé J.D. Vance et lui avait dit « Tu dois te comporter comme ça. Chaque fois qu'on me pose une question, tu interviens et tu réponds à ma place. » Alors, quand il s'agit de ce genre de choses, veut-il vraiment tout dominer? Parce que c'est impossible. Aucun président ne peut faire cela. Everything. No Everything. president can do that. Right. Well, you know, it reminds me of Mussolini. Eh bien, vous savez, ça me rappelle Mussolini. À un moment donné, Mussolini occupait 5 postes ministériels dans sa propre administration. Je veux dire, c'est très trumpien. Vous savez, il s'est nommé lui-même à la tête du Kennedy Center. Qui fait ça? N'est-ce pas? C'est fou qu'un président se nomme lui-même à la tête du Kennedy Center for the Performing Arts. Et maintenant, il dit qu'il devrait être rebaptisé le Trump Kennedy Center. Il veut être, vous savez, quelqu'un, le fils de Theodore Roosevelt, disait qu'il était la mariée à chaque mariage et le cadavre à chaque enterrement. Vous savez, il devait toujours être au centre de l'attention. Eh bien, Trump, c'est ça, mais sous stéroïdes. Donc il veut, quand il prétend qu'il devrait remporter le prix Nobel, ce qui est insensé. Et à un moment donné, il s'est même nommé pape. Vous vous souvenez de ça? Il a réellement publié un mème sur les réseaux sociaux où il porte la tiare et toute la tenue. Et il a littéralement dit, « Eh bien, je pense que je ferai un bon pape. » Je veux dire, il ne plaisantait pas. I think I would be a good pope. I mean, he wasn't kidding. Oui, c'était incroyable. En regardant Donald Trump, parce que le président des États-Unis, non seulement sur le plan intérieur, mais aussi en matière de politique étrangère, doit faire face à de nombreux enjeux. Il est littéralement impossible pour Donald Trump de tout gérer. Vous vous souvenez que, pendant l'administration Biden, par exemple, nous avions un secrétaire d'État et un conseiller à la sécurité nationale, 2 postes distincts. En ce moment, les deux sont, vous savez, la même personne. Marco Rubio occupe les 2 fonctions. Mais nous savons que Marco Rubio, d'une manière ou d'une autre, chaque fois que Donald Trump parle de quelque chose, il ne fait que, vous savez, répéter ce que Donald Trump dit. Alors cela signifie-t-il que les États-Unis, dans l'administration Trump actuelle, n'ont pas de conseiller à la sécurité nationale, l'un des postes les plus importants au sein de l'administration? Qu'est-ce que serait furthering its ready race d'administration? What does that mean for you when you look at the administration? Look, they are stripping and hollowing Écoutez, out ils sont en train de dépouiller et de vider de sa substance chaque aspect du gouvernement. Je veux dire, ils renvoient tout le monde au département d'État. Ils se débarrassent du département de l'éducation. En gros, ils essayent d'encourager chaque employé fédéral à démissionner. Ils essayent de vider ce qu'ils appellent l'État administratif, parce que toutes ces structures peuvent servir de garde-fous. Ce sont les seuls freins et contrepoids. En fait, c'est un peu tout le principe d'une méritocratie. Je pense que cela a commencé sous l'administration Grant. En réalité, c'était Chester Arthur, je crois, qui a créé une fonction publique fondée sur le mérite plutôt que sur le favoritisme. Avant, le camp qui gagnait pouvait se partager les postes entre ses partisans, mais ensuite ils ont dit non, cela doit reposer sur le mérite. Elle devrait être indépendante. Elle devrait servir aussi bien les présidents républicains que démocrates et rester stable. Elle devrait être constante. Mais c'est là le problème, parce qu'ils ont des règles, des procédures et des connaissances.
Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il a besoin de les neutraliser, car cela pourrait être une voix de plus s'opposant à sa volonté. Il n'est intéressé par rien apprendre de qui que ce soit sur quoi que ce soit. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cela, pendant son premier mandat. Quelqu'un lui a demandé « Qui sont vos plus proches conseillers ?» Et il a répondu « Je suis mon propre conseiller. Je suis mon meilleur conseiller parce que j'ai un cerveau vraiment génial. » Ce qui est faux. En réalité, son cerveau se détériore, mais c'est son attitude de narcissique malfaisant. Le problème avec les narcissiques malfaisants, c'est que leur narcissisme atteint presque un degré psychotique. Donc, il croit vraiment qu'il sait tout sur tout, n'est-ce pas? Quelqu'un a monté une compilation de lui disant « Je connais mieux l'armée que les généraux, je connais mieux. » Et tu as mentionné une vingtaine de domaines différents dans lesquels il prétendait en savoir plus que les experts, ce qui est évidemment impossible. Mais c'est ça, son narcissisme. Ce qu'il veut, c'est être loué et que les gens fassent ce qu'ils demandent sans poser de questions, ce qui implique d'écarter toute personne ayant une quelconque expertise. Et tu as raison de parler de Pete Hegseth. On adorait se moquer de lui dans notre émission. Non seulement Pete Hegseth n'a aucune expérience dans la direction de l'armée, ni même dans le service militaire. Non seulement il était animateur sur Fox News, mais on aimait souligner qu'il était l'animateur du week-end de Fox and Friends. Il ne faisait même pas partie de l'équipe principale de Fox and Friends. Et chez Fox, tout le monde savait qu'il était un ivrogne. Il était ivre, constamment ivre sur le plateau. D'accord, mais c'est un vrai croyant. Tu sais, si tu le vois torse nu, il a tous ces tatouages étranges, des tatouages de nationalistes chrétiens. Donc, le fait est que c'est un vrai croyant dans la mission suprémaciste blanche. Il est assez psychopathe pour dire et faire n'importe quoi, et il n'a en réalité aucune qualification ni compréhension de son travail qui lui permettrait de contredire Trump. Ce que Trump veut faire, c'est transformer l'armée en sa propre police secrète. Et avec l'ICE, il est déjà allé très loin dans cette direction. Il est en train, en substance, d'envahir les villes, exactement ce dont les pères fondateurs avaient peur, que l'armée américaine soit utilisée contre le pays. Depuis l'époque de Washington, notre culture considère cela comme totalement anathème, et pourtant, il l'a transgressé. Oui, alors, Donald Trump, quand on le regarde en tant que personne, c'est un milliardaire. Il a été président des États-Unis. Puis, la deuxième fois après Joe Biden, il est revenu au pouvoir. Que veut-il vraiment? Il me semble que lorsqu'il parle du prix Nobel de la paix, il le voit comme quelque chose qu'il n'a pas pu conquérir. Il veut tout conquérir, pour montrer à quel point il est un homme accompli. Comment cela va-t-il se manifester pour quelqu'un comme le président des États-Unis? Parce qu'on plaisante souvent à propos du prix Nobel de la paix, mais c'est tragique quand on voit le président des États-Unis tout faire pour en obtenir un. Eh bien, il pense qu'il devrait remporter tous les prix. Donc, une partie de ce qu'il fait, c'est simplement mentir à ce sujet. Il a dit « J'ai arrêté 8 guerres ». Il n'a arrêté aucune guerre. Je veux dire, tu vois, c'est n'importe quoi. Et en fait, quand il en parle, il confond les pays. Il a même dit « J'ai établi la paix entre le Pakistan et l'Iran ». Eh bien, tu sais, c'est facile de faire cette erreur, non? Parce que l'Iran et l'Inde commencent tous deux par un « i ». Voilà le niveau de sa réflexion. Il fait ça souvent. Quelqu'un lui a posé une question sur ses attaques contre Harvard. Si c'était une attaque contre la liberté académique, et il se trouve que c'était un journaliste noir qui a demandé si cela jouait un rôle. Ensuite, il s'est mis à parler de Harlem, qui est un quartier de New York, majoritairement afro-américain. Oh oui, les gens de Harlem. Oui. Et donc, eh bien, peut-être qu'il a mal compris la question. Non, parce qu'ensuite il revient dessus, tu vois. Et il dit les gens de Harlem, ils m'aiment et ils approuvent ce que nous faisons à Harvard.
Donc je veux dire, c'est le niveau de démence dont on parle ici. Tu dis Harvard, et lui pense à Harlem. Il n'arrive pas à distinguer l'Inde de l'Iran. Et quand il parlait du Pakistan et de l'Inde, il a dit, eh bien, vous savez, l'Inde, ils ont eu beaucoup de changements de régime. Non, c'était le Pakistan. Donc maintenant, il n'arrive plus à distinguer les noms. Il n'arrive plus à distinguer la politique. Voilà donc une personne qui n'a pas de conseiller. Il n'a besoin d'aucun conseiller. Et il n'arrive même pas à retenir les noms des pays. Ce type de personnalité n'accepte pas les conseils. Par exemple, avant l'attaque contre l'Iran, Tulsi Gabbard était intervenu pour dire qu'il n'y avait pas d'armes nucléaires en Iran. On a demandé à Donald Trump s'il était d'accord, puisque Tulsi Gabbard est désormais la chef du renseignement aux États-Unis. Il a répondu « Cela m'est égal ». Mais après tout, en regardant les personnes qui entourent aujourd'hui Donald Trump, J.D. Vance, peut-être le directeur du FBI, peut-être Marco Rubio, qui est la personne la plus importante après Donald Trump, susceptible d'influencer ses décisions. Je pense que c'est une excellente question, car à mesure qu'il devient plus dément, ce vide de pouvoir est évidemment comblé par certaines personnes de son entourage. Je pense que les deux personnes les plus importantes sont Stephen Miller et Russell Vought. Stephen Miller est vraiment un cas intéressant. C'est un nazi juif. Et nous avons en fait un mécanisme psychologique qui explique ce comportement. Cela s'appelle l'identification à l'agresseur. C'est un mécanisme de défense décrit par Anna Freud qui signifie que l'on s'identifie à son persécuteur, un peu comme le syndrome de Stockholm, n'est-ce pas? Donc ici, nous avons un juif qui canalise en quelque sorte Goebbels. Vous savez, mon père aimait raconter cette blague. Un garçon juif et un garçon catholique discutent. Et le garçon juif dit, « Eh bien, nous avons des rabbins. Et vous, qu'avez-vous » Et le garçon catholique répond, « Nous avons des prêtres. » Il demande, « Qu'y a-t-il au-dessus d'un prêtre » Il répond, « Un évêque. » Il demande, « Y a-t-il quelque chose au-dessus d'un évêque » Eh bien, au-dessus d'un évêque, il y a un cardinal. Il demande, « C'est le plus haut que l'on puisse aller » Eh bien non. Au-dessus du cardinal, il y a le pape. Il demande, « C'est vraiment le plus haut possible » Le garçon catholique, agacé, dit, « Qu'est-ce que tu veux? La seule chose au-dessus du pape, c'est Jésus-Christ. » Le garçon juif se renverse sur sa chaise et sourit. Un des nôtres a réussi. Vous savez, quand on fréquente des juifs, ils disent toujours « Un de nos garçons ou une de nos filles a réussi dans tel ou tel domaine. » Eh bien, un des nôtres a réussi. Nous avons un juif, pas des juifs, le principal nazi des États-Unis. Et il mène ses politiques génocidaires, et elles le sont, contre les immigrés. Tout d'abord, il voulait construire des camps de concentration lors de sa première administration. Trump l'a fait. Il a mis en place une capacité d'accueil pour 250 000 de réfugiés dans le désert. Puis, lorsque la politique de séparation des enfants a provoqué un tel scandale, il a reculé. Eh bien, maintenant, ils remplissent à nouveau ces camps de concentration. Et pour que les gens comprennent bien, la définition d'un camp de concentration n'est pas celle d'un camp d'extermination. C'est le fait de regrouper un groupe de personnes jugées indésirables en raison de leur origine ethnique, de leur religion ou de leurs opinions, dans un espace confiné. La même chose que nous avons faite avec les Japonais dans les camps d'internement pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, il externalise également la composante des camps de la mort, c'est-à-dire qu'il envoie ces personnes dans des pays du tiers-monde, dans des prisons d'où personne ne sort vivant. Nous savons, grâce à Abrego Garcia, qui a réussi à s'échapper d'une prison au Salvador, que les gardiens leur disaient constamment « Vous ne sortirez jamais d'ici. Vous allez mourir dans cette prison. » C'était une certitude. Alors, vous savez, les gens se sont fâchés contre moi quand j'ai commencé à le comparer à Hitler il y a 10 ans.
Et l'une des choses qu'ils m'ont dites, c'était, eh bien, il ne va pas créer de camps de concentration. Et j'ai dit oui, il le fera. Retenez bien mes paroles. Et oui, il l'a fait. Donc, Stephen Miller est très dangereux. Russell Vought est très dangereux parce qu'il est l'auteur du projet 2025, qui est en réalité très détaillé et non délirant. Vous savez, c'est un processus très détaillé et intellectuellement réfléchi, étape par étape, pour démanteler le gouvernement des États-Unis afin que les oligarques milliardaires puissent régner. Que les oligarques milliardaires blancs puissent régner. Et il met systématiquement ce projet en œuvre. Ainsi, Trump est heureux de déléguer essentiellement ces choses à des hommes plus compétents qui servent ses objectifs. D'un point de vue psychologique, que se passe-t-il dans une société lorsque son dirigeant semble psychologiquement instable? Et comment cela se répercute-t-il sur les institutions et la confiance du public? Eh bien, c'est vraiment très intéressant. Robert G. Lifton était un psychiatre célèbre qui vient de mourir récemment. Mais il étudiait les gouvernements fascistes depuis la Seconde Guerre mondiale. Il a inventé un terme appelé « normalité maligne », qui signifie qu'une fois qu'un dirigeant malin, un narcissique malin, prend le contrôle d'une société, il commence à en modifier les normes. Il change les coutumes, la vision du monde, de sorte que le pays commence à s'adapter à sa pathologie, et sa folie finit par devenir une sagesse conventionnelle. L'Allemagne nazie en est un parfait exemple, car l'Allemagne était un pays très civilisé avant Hitler. Oui, il y avait de l'antisémitisme. C'était pareil partout. Mais cela ne voulait pas dire que les gens, on pouvait ne pas vouloir que sa fille épouse un juif. Mais cela ne signifiait pas qu'on se souciait qu'il soit professeur à l'université, ou médecin, ou voisin. Si quelqu'un tuait un juif, il allait en prison, et personne ne le soutenait. Et d'une certaine manière, Hitler a transformé l'idéologie du pays, de sorte que désormais, si l'on ne tuait pas un juif, on risquait la prison pour ne pas faire partie du régime fasciste. C'est donc vraiment choquant et bouleversant. Et des gens ont écrit des livres en se demandant comment le pays avait pu devenir fou. Comment un pays devient-il fou? C'est la même chose avec le Rwanda, vous savez, du jour au lendemain. Exactement. Les Hutus ont commencé à tuer les Tutsis parce que le gouvernement avait dit à la radio qu'ils devaient le faire. C'est donc vraiment décourageant de constater à quel point les êtres humains sont flexibles et malléables. Nous sommes très influencés par ce que croient les gens qui nous entourent. Vous savez, après la Seconde Guerre mondiale, on a essayé de comprendre comment certains avaient pu devenir nazis. Alors, on a mené une expérience appelée l'expérience Dash, où l'on faisait venir quelqu'un dans un laboratoire et on lui montrait 3 lignes, 2 courtes et une nettement plus longue que les autres. On lui demandait quelle ligne est la plus longue. Et les gens répondaient correctement 100% du temps. Ensuite, ils font venir 2 complices qui disent « Non, non, la ligne la plus courte est plus longue. » Et un tiers des gens changent leur réponse parce que 2 personnes qu'ils ne connaissent même pas leur ont dit le contraire. Ainsi, notre perception de la réalité est très malléable. Maintenant, elle l'est aussi lorsqu'il s'agit de propagande, n'est-ce pas? Quand on entend sans cesse le même mensonge, encore et encore, on finit par y croire. C'est simplement une partie du fonctionnement de l'esprit humain. Ma mère travaillait dans la publicité et elle m'a un jour trouvé un emploi comme codeur. Je me souviens qu'ils avaient mené une étude sur le jus d'orange. Ils demandaient aux gens de le goûter et de le décrire. Et la chose la plus souvent dite était « ça a le goût du pressé frais ». Eh bien, si vous avez déjà bu du Tropicana ou du Arcers, ça n'a rien à voir avec du pressé frais. Mais c'était leur campagne publicitaire. Donc c'était la première idée qui venait à l'esprit des gens.
And so that was the first thought that came to people's mind. Now you take what's happening with Fox News. Prenez ce qui se passe avec Fox News et Newsmax. C'est devenu bien plus sophistiqué aujourd'hui avec les réseaux sociaux et les algorithmes. Les gens se font nourrir de mensonges encore et encore par la répétition. Et comme ce sont leurs amis sur Facebook, il y a aussi cette composante de l'expérience Dash. Regardez, tout le monde que je connais est d'accord avec ça. Tout l'aspect social de mon univers y adhère. Ils ont donc réussi à laver le cerveau d'une grande partie de la société. En tant qu'Américains, nous aimons dire « nous sommes indépendants, nous nous faisons notre propre opinion, nous sommes libres, nous ne nous laisserons pas soumettre ». Eh bien, en réalité, il n'est pas si difficile de laver le cerveau des Américains, pas plus qu'il ne l'était de laver celui des Allemands. En fait, nous disposons maintenant d'une meilleure technologie pour manipuler les esprits. À l'époque, ils n'avaient pas Facebook. They didn't have Facebook in those days. Oui, si l'on regarde cela d'un point de vue historique, que s'est-il passé lorsque des dirigeants puissants ont commencé à décliner sur le plan cognitif, tout en restant en fonction? Y a-t-il des parallèles dont nous devrions être conscients? Je ne pense pas qu'il y ait jamais eu un exemple aussi grave dont je puisse me souvenir. Je veux dire, on pense au roi George le fou, je suppose. Ronald Reagan commençait à développer une démence, mais c'était vers la fin de son mandat. Donc il a réussi à s'en sortir sans causer trop de dégâts à cet égard. Avant que nous ayons le 25e amendement, Woodrow Wilson a eu une attaque, et sa femme a dirigé le pays pendant un mois depuis la Maison-Blanche. Mais là encore, sans aucune intention malveillante. Je ne vois pas d'autre exemple. Peut-être que vous pouvez m'aider. Vous connaissez probablement autant, voire mieux, l'histoire que moi. Un dirigeant malveillant qui a vraiment complètement perdu ses facultés et qui est pourtant resté au pouvoir, capable de causer autant de dégâts. Je veux dire, nous avons eu des dirigeants fous, mais en général, ils viennent de pays plus petits. Le problème avec les États-Unis, c'est que c'est la nation indispensable. Nous sommes la nation la plus puissante. Et donc, pour nous, avoir un dirigeant fou représente une menace existentielle pour l'humanité. Oui. Penses-tu que ce qui se passe avec Donald Trump est davantage lié à sa personnalité ou à son âge? Tu sais, il a 79 ans. Et nous savons qu'avec le temps, nous avons tendance à perdre un peu de notre vivacité. Mais avec Donald Trump, on a l'impression qu'avec le temps, il devient plus intelligent. Vraiment plus intelligent. Oui, exactement. Plus intelligent que jamais. Comment fais-tu la distinction entre ces deux aspects? Une partie est liée à sa personnalité, à son âge. C'est lié à son âge, dans le sens où, vous savez, la démence touche généralement les gens plus tard dans la vie. Mais évidemment, il y a beaucoup de personnes de son âge qui sont comprometties, totalement mentalement compétentes. Maintenant, il pourrait être logique d'instaurer une limite d'âge pour la présidence, et cela pourrait éviter de se retrouver dans une situation comme celle-ci. Mais il est très important de comprendre que ce que nous observons chez Donald Trump n'a en aucun cas de lien avec les signes du vieillissement normal. Lorsque les gens souffrent de démence, on observe une évolution spectaculaire et dégradante par rapport à leur état de base dans 4 domaines majeurs: le langage, la mémoire, le comportement et la performance psychomotrice. Nous avons observé tous ces éléments chez Donald Trump sur une période prolongée. Cela s'aggrave et cela se produit de plus en plus souvent. Le rythme du déclin s'accélère, ce qui est tout à fait normal dans le cas de la démence. Par exemple, son langage, il était autrefois très articulé. Les gens ne s'en rendent pas compte. Il parlait autrefois en paragraphes très soignés. Aujourd'hui, il a du mal à terminer une phrase, une idée et parfois même un mot. Il présente un symptôme de la démence appelé paraphasie phonémique, où il utilise des mots qui ne sont pas de vrais mots.
Ils contiennent une partie d'un mot, mais ils les terminent ensuite par des syllabes absurdes. Par exemple, dire Christmas au lieu de Christmas. Récemment, il a commis une paraphasie phonémique en écrivant South Carolina. Les gens pensent qu'il essayait d'écrire South Carolina. Et Covfefe en était un autre exemple, vous savez, qu'il avait mis par écrit. Et puis, parce qu'il pense que tout ce qu'il fait est génial, il a commencé à utiliser Covfefe comme si c'était un vrai mot. Mais ça ne l'était pas. C'était un mot inventé. L'autre chose à propos de son langage, c'est que non seulement il n'arrive pas à terminer une idée, mais il a aussi ces interruptions tangentielles où les gens ne savent pas vraiment de quoi il parle. Il part sur une digression qui n'a rien à voir avec le sujet, puis passe à un autre sujet sans lien logique. Cela lui arrive souvent ces derniers temps. Ça arrive souvent. Et c'est comme si nous devenions insensibles à cela. Pour te donner un exemple rapide, quand il était sur l'USS Washington le 28 octobre, il a dit « Je n'ai jamais aimé les gens beaux. Je ne l'avais jamais admis avant. » D'accord, déjà c'est complètement fou, non? Mais c'est ça, l'impulsivité. Peut-être qu'il penserait cela, mais ce n'est pas vraiment quelque chose qu'une personne normale dirait. Mais maintenant, regardez la déconnexion logique ici. La phrase suivante qu'il prononce est « Mais vous voyez, j'ai le droit de dire ça parce que nous avons gagné à la Cour suprême sur le fond. » Je veux dire, il n'y a aucun lien entre ces choses. Et ensuite il dit « Vous savez ça, n'est-ce pas? » Maintenant, tout dans ce pays est basé sur le mérite. Donc, il y a trois idées là, trois phrases, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Je n'aime pas les jolies personnes, mais je peux le dire parce que j'ai gagné à la Cour suprême. Cela n'a aucun sens. Et j'ai gagné sur le fond. Maintenant, nous dirigeons ce pays sur la base du mérite. Il n'y a aucun lien entre ces idées. Et c'est là que la presse rend vraiment un mauvais service au pays. Maintenant qu'il les a tellement intimidés, ils le font encore plus. C'est comme dans l'histoire des habits neufs de l'empereur. Sauf qu'ici, c'est comme si l'empereur n'avait pas de cerveau et que personne n'ose le dire. On m'a reproché d'avoir posé un diagnostic sur le président sans l'avoir examiné. Mais je pense qu'il est très important de souligner que les médecins qui l'ont examiné, si l'on lit entre les lignes, nous pouvons prouver qu'ils pensent qu'il présente un déclin cognitif. Pourquoi est-ce que je dis cela? Eh bien, parce qu'il a laissé échapper quelques indices à propos de son deuxième examen médical présidentiel. Il nous a dit deux choses. Premièrement, il a passé des tests cognitifs, au pluriel. Il l'a dit 3 fois, pas seulement un test de dépistage. Voilà. Ce que vous savez, on pourrait donner à une personne âgée simplement par précaution. Mais nous ne faisons passer une batterie de tests psychologiques et cognitifs que si nous avons des raisons de penser qu'il faut exclure ou confirmer un déclin cognitif organique sérieux. Il a aussi dit qu'il avait passé une IRM. D'accord. En pratique médicale, on ne fait jamais passer une IRM à quelqu'un simplement comme examen de dépistage. On ne fait une IRM que si l'on soupçonne un problème grave et qu'il faut le confirmer ou l'écarter. Donc, regardez, ils lui font passer des tests cognitifs, ils lui font passer une IRM, ils ne nous ont pas dit pourquoi et ils ne nous ont pas communiqué les résultats. Mais si vous comprenez comment la médecine est pratiquée, les médecins envoient essentiellement un message. Ils ne veulent pas le dire. Nous sommes en train de diagnostiquer et de traiter cet homme pour une démence. Oui. Je me souviens d'un des cas, tu sais, juste après l'assassinat de Charlie Kirk. On lui a demandé, parce que Charlie Kirk était un partisan de Donald Trump. Il faisait tout pour Trump et pour son mouvement, le mouvement MAGA, tout ça. Et le journaliste lui a demandé, « Que ressentez-vous à propos de l'assassinat de Charlie Kirk ?» Et il n'a pas répondu à la question. Il a dit, « Bien, regardez ce bâtiment. C'est un beau bâtiment. Ce que nous construisons ici est quelque chose d'incroyable. Regardez ça.
Il n'a pas du tout répondu à la question, et il a continué à parler d'autres choses. Et c'est un exemple typique. That's a typical example. C'est un bon exemple. Parce que, pour beaucoup de ces personnes qu'ils soutiennent, en fait, le mouvement MAGA qui regarde cela, que se passe-t-il avec Donald Trump? Pourquoi ne dit-il rien à propos de Charlie Kirk? Pourquoi répond-il à autre chose? Penses-tu que, parce qu'à chaque fois qu'il parle de la guerre en Ukraine, du conflit, il essaye de dire que c'est la guerre de Biden, pas la sienne? À chaque fois. Littéralement à chaque fois. C'est, je dirais, plus d'1 millier de fois depuis qu'il a pris le pouvoir aux États-Unis qu'il l'a mentionné. Quel est le but principal de ce genre de comportement? Le fait qu'il continue de répéter la même phrase encore et encore, chaque fois qu'on lui pose la question. C'est en fait aussi un symptôme de démence. Cela s'appelle la persévération, la tendance à répéter sans cesse la même chose. Mon oncle avait la démence, il répétait toujours les mêmes phrases. Et tu as raison, cela ne répond pas à la question. C'est simplement quelque chose dans sa tête qu'il continue de répéter en ignorant ce qu'on lui demande. Donc, qu'il parle à des gens chez McDonald's ou sur un navire, il se lance dans son discours habituel. Les idées qui tournent dans sa tête. Mais maintenant, il le fait d'une manière tellement désorganisée que même quand ce n'est pas approprié à la situation, les gens ne comprennent pas vraiment de quoi il parle. Oui, juste John. Pour conclure cette session, en regardant l'administration de Donald Trump et ce qui se passe avec la politique étrangère des États-Unis, ces personnes qui essayent, tu sais, comme le Premier ministre du Canada, ont tenté de communiquer avec Donald Trump, mais jusqu'à présent, cela n'a pas été couronné de succès. Ils forment maintenant de nouveaux partenariats avec la Chine, parce que Donald Trump a été incapable de trouver une quelconque solution à ce qui se passe entre les États-Unis et le Canada. Ce qui, à mon avis, est l'une des relations les plus importantes pour les États-Unis avec le Mexique. Mais il ne s'agit pas seulement de communication. Il s'agit de la manière dont les dirigeants étrangers perçoivent ce qui se passe avec Donald Trump. Récemment, il a eu une rencontre avec Xi Jinping. On peut voir comment Trump essaie de montrer qu'il est proche de Xi Jinping, allant même jusqu'à faire de petites blagues lorsqu'il est près de lui. Mais on peut aussi voir Xi Jinping tenter de prendre ses distances avec Trump. Comment ce genre de comportement sera-t-il perçu par les autres dirigeants étrangers? Comme Xi Jinping lui-même, ou le Premier ministre du Canada? Et à quel point cela pourrait-il nuire à la politique étrangère des États-Unis? C'est extrêmement préjudiciable. Je pense qu'à présent, ils ont tous compris. Je veux dire, si vous regardez sa récente visite au Japon, il errait littéralement. Et errer est un terme technique que nous utilisons pour les personnes atteintes de démence. Il avait un regard vide, il semblait désorienté. Le Premier ministre avait l'air choqué. Elle a littéralement dû le tourner physiquement, le diriger et le guider. Vous savez, il devait simplement suivre un parcours en forme de L à 3 reprises, et elle a dû le guider à chaque fois. Puis, à un moment donné, il s'est simplement éloigné, d'une vingtaine de soldats plus loin, et un soldat a dû venir le raccompagner vers le groupe. À ce stade, je pense que les dirigeants étrangers comprennent que d'un côté, c'est une personne très dangereuse et vindicative qu'il faut flatter et soudoyer, et de l'autre, c'est un idiot qui ne comprend rien et sur qui on ne peut pas compter pour s'en tenir à quoi que ce soit. Il n'a aucun sens de la loyauté, aucune cohérence, aucune idéologie autre que ce qui est bon pour moi et bon pour le monde. Donc, soit nous avons une série de dirigeants étrangers cyniques, comme disons l'Arabie Saoudite, qui ont compris qu'il suffit de donner à ce type des milliards et des milliards de dollars pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mais les pays légitimes, les pays normaux, eux ne savent vraiment pas comment s'y prendre avec lui.
they really don't know how to deal with him. Europeans are so Les Européens sont tellement déconcertés par Donald Trump. Ils ne savent pas quoi faire. Ils sont venus à Washington, se sont assis là et ont été tout simplement stupéfaits par lui. Je le sais. I know. They're Ils sont déconcertés, oui. Yeah. Merci beaucoup, John, d'être avec nous aujourd'hui. Great pleasure. C'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous. Merci. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir.